Alors bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de nouvelles de moi, mais voilà, Bon, d'abord avec le confinement c'était assez compliqué, et avec un nouveau-né en particulier, et puis Parcoursup m'a pris énormément de temps la semaine dernière, et j'ai un peu commencé par travailler la philosophie des terminales, mais donc voilà, je vous propose donc aujourd'hui un premier contenu. Alors je vais en faire d'autres et j'en ferai sûrement un petit peu aussi pendant les vacances, histoire voilà, de rattraper un petit peu les choses. Je ferai des vidéos courtes, ne vous inquiétez pas, avec pas vraiment de travail, sinon regardez les vidéos et peut-être j'inclurai quelques exercices à l'intérieur même des vidéos où il suffira de mettre la vidéo en pause et de faire un petit brouillon à côté. Voilà, je ferai aussi, je me suis rendu compte que j'avais pas fait de correction pour le DM que je vous avais demandé sur le texte de Platon, donc je ferai aussi une petite vidéo de ça en parallèle, que vous pourrez du coup trouver sur le site dans la correction des devoirs. Alors je vous remontre où c'est. Alors, si vous allez dans Philosophie Esclangon, donc c'est Esclangon Philosophie, c'est un site Google, vous avez l'adresse ici. Voilà, donc il y a l'onglet HLP ici, et donc je ferai un onglet correction du devoir et un onglet les représentations du monde ici, et vous pourrez trouver ça là-bas. Ok. Et enfin, je vais vous donner un petit exercice à faire pendant la semaine que vous pouvez me rendre par email ou sur Atrium ou peu importe, que je corrigerai. Je vous montrerai une note indicative puisque les notes dans le confinement n'ont pas de valeur depuis l'annonce du ministre, et qui vous permettra de débroussailler un petit texte de Montaigne. Voilà pour les informations. Alors, on va travailler aujourd'hui du coup sur les représentations du monde. Et on avait commencé à partir d'une petite analyse de tableau et de cartes à un peu cerner la question. Donc je vous ai fait une introduction assez complexe qui me permet aussi au passage de définir les concepts importants de représentation et de monde en particulier. Et donc c'est à partir de cette analyse de concepts que je vais déduire la problématique du semestre. Alors, d'abord, il faut bien comprendre que l'expression « les représentations du monde », comme on a pu le voir, indique une crise de la pensée, un changement de façon de voir le monde, et un changement en particulier qui est lié à la prise de conscience de la pluralité des possibilités qu'on a de se représenter le monde. Du seul fait qu'il y ait plusieurs représentations du monde possibles nous interroge un petit peu sur ce concept de monde et le met en crise. Alors c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, on va partir de ça. Donc rien n'a l'air plus évident du coup que le monde, apparemment. Le monde, c'est ce que j'ai sous les yeux, c'est ce qui m'environne, c'est ce que j'habite, c'est l'ensemble de la réalité. Alors certes, évidemment, on peut se représenter le monde d'une façon ou d'une autre, et il peut y avoir des différences entre nous, selon notre façon de voir, selon les connaissances qu'on a, ou selon la partie du monde à laquelle on a accès, dans laquelle on habite par exemple. Mais apparemment le monde lui-même, c'est une réalité indépendante de mon point de vue, qui ne pose pas de problème, qui s'étale sous les yeux de tout un chacun, et du coup qui ne dépend pas de la représentation qu'on s'en fait. Alors cependant, si on y regarde bien, en fait le monde ne se voit pas. Je ne fais jamais vraiment l'expérience du monde, mais seulement d'une de ses parties. La salle de classe, mon bureau, c'est un petit morceau de monde, si on veut. Et si l'évidence, qui vient en latin, c'est ex video, video ça veut dire je vois, et ex en dehors d'eux, donc c'est l'évidence, c'est ce qui saute aux yeux, pour ainsi dire, c'est ce qui est très explicite du point de vue des yeux. Donc si l'évidence c'est ce qui saute aux yeux, au fond rien n'est moins évident que le monde. Le monde lui-même déborde de toutes parts ce que je vois. Et en ce sens, le monde n'est pas une donnée de l'expérience, une donnée de la perception immédiate, puisque j'en vois jamais qu'un tout petit bout, mais plutôt une certaine idée que je me fais de la totalité de ce que je pourrais voir. C'est une certaine façon de me représenter la réalité dans son ensemble et de la vivre à partir de ça. Alors, je vais un peu plus loin dans mon analyse du monde. Donc, le monde, c'est ce qui rend possible finalement la connaissance de ces parties. Pourquoi ? Toutes les choses ont du sens pour moi. D'où ça vient ? C'est parce qu'en fait, elles sont en lien les unes avec les autres et avec moi. D'ailleurs, si je découvre quelque chose de nouveau, qu'est-ce que je fais ? J'essaie de le comparer avec ce que je connais déjà.
Hein. Et si on parle d'un endroit que je connais pas, je demande c'est proche de quelle ville par exemple, de tel ou tel endroit que je connais. Donc on voit bien la manière qu'on a d'incorporer de nouvelles connaissances, c'est justement de les unifier à une idée du monde qu'on a déjà. Et donc on voit que cette idée du monde, elle habite mon expérience, car quand je vois une de ces parties, je peux la reconnaître, je peux la comprendre, que si je la situe, que si je lui donne une place dans le monde, que si je la situe par rapport aux autres choses qui l'entourent et aussi par rapport à la place que j'occupe au milieu d'elle et parmi elles. C'est parce que je me le représente finalement le réel comme un monde, comme une totalité organisée, que sa connaissance en devient possible, parce qu'au fond, connaître, c'est rien d'autre que donner à l'inconnu une place dans un ordre global et déjà connu. Ainsi, c'est ce qu'on comprend, on voit jamais le monde, mais le monde organise tout ce que je vois. Le monde déborde l'expérience, certes, mais aussi la structure en retour. Alors comment c'est possible ? On va plonger un peu plus avant encore dans l'analyse du concept de monde. 3 caractéristiques principales semblent constituer ce concept. Alors d'abord l'ordre. Monde, en latin, ça vient de mundus, qui est la traduction de cosmos en grec. Le cosmos, c'est un agencement ordonné des parties du monde. C'est le contraire de chaos, qui est le désordre. Contrairement à l'idée de réalité, qui pourrait impliquer une simple collection ou une simple juxtaposition de choses, l'idée de monde indique en plus que les choses ont un rapport ordonné et connaissable entre elles. C'est pas n'importe quoi, n'importe comment, c'est qu'il y a un certain ordre qui donne une place à chaque chose et qui permet de comprendre chaque chose relativement aux autres et relativement à la place qu'elle occupe dans le monde, donc parmi cet ordre. Alors deuxième caractéristique importante du concept de monde, c'est que c'est une totalité unifiée. Le monde, c'est la totalité de ce qui existe autour de moi. C'est ce qui unifie la diversité des choses que je pourrais y rencontrer. Contrairement à l'idée par exemple de milieu ou d'environnement qui spécifie pas particulièrement ses limites, l'idée de monde au contraire indique un idéal d'exhaustivité, de systématicité que recherche toute connaissance. Enfin, troisièmement, le monde implique aussi un certain nombre de valeurs. Pourquoi ? Parce que, alors mundus en latin, ça en est venu à signifier la toilette ou la parure de femme, et cosmos c'était déjà au fond la beauté, c'est ce qui a donné cosmétique par exemple. Et d'ailleurs le contraire de monde c'est immonde, on voit bien ici qu'il y a une connotation esthétique ou morale dans ce concept-là. Donc contrairement à l'idée d'univers, qui abolit la hiérarchie de valeurs entre les différents éléments qu'il compose, l'idée de monde me situe par rapport à ce que je connais. Cette idée me permet de déduire ma place, mon rôle dans l'ordre qu'il forme. Donc non seulement le monde c'est un concept qui implique une certaine forme d'ordre, mais c'est un ordre qui est hiérarchique, et qui implique que tout ne se vaut pas, qu'il y a des choses plus importantes que d'autres, plus belles que d'autres, plus interdites que d'autres, etc. Et donc ça c'est ce qu'on hérite du concept de cosmos. Alors bref, donc on a fini cette analyse de notion du monde. Le monde apparaît bel et bien comme une représentation, et même une représentation, on le voit, sacrément complexe, et qui est même si complexe qu'elle organise mon expérience, qu'elle organise toutes mes représentations. Et c'est ce qui explique que quand on change de façon de voir le monde, en fait c'est pas juste qu'on a acquis une nouvelle connaissance, c'est que tout est bouleversé, l'ensemble de ma compréhension des choses s'en trouve changé par ce bouleversement. Donc c'est pas une représentation comme les autres, c'est peut-être une représentation principielle, matricielle, la représentation essentielle qui organise toutes les autres et du coup qui est donc d'une extrême importance. Donc on comprend que finalement le monde c'est pas seulement ce que j'ai sous les yeux, mais c'est une représentation, une idée complexe, ce qui justifie un petit peu le titre de représentation du monde. Mais alors pourquoi est-ce que ça nous amène à une crise ? Alors c'est le deuxième temps de mon introduction. Qu'est-ce que c'est qu'une représentation ? Alors, représenter, si on écoute un peu l'étymologie, représentation, c'est une présentation à nouveau. Donc, on pourrait emprunter ce vocabulaire du théâtre. Si on montre à nouveau la même scène, soit qu'on a déjà joué la veille, ou soit qui a eu lieu dans un espace imaginaire, qui aurait pu avoir lieu, mais à laquelle on n'a pas accès, ou on n'a plus accès. Il s'agit de transmettre, par l'intermédiaire d'un ensemble de signes, une réalité qui n'est pas directement accessible elle-même, et que la mise en image, le récit, la figure, la description, le jeu des acteurs par exemple, ou encore une théorie explicative, essaye de faire apparaître. Voilà. On n'a pas accès à la chose même, mais on va avoir accès à sa représentation, c'est-à-dire à
une forme dans laquelle on peut en prendre connaissance et on peut l'appréhender. De même, on dit qu'on a des représentations mentales. Alors qu'est-ce qu'on veut dire par représentation mentale? Voilà, on veut dire par là qu'on a des idées. Hein, en nous, on a un espèce de petit théâtre intérieur dans lequel défilent des images, des mots. Voilà, hein, c'est la pensée, hein, c'est notre intériorité qui est faite comme ça. Hein, les choses, en effet, sont pas seulement présentes sous nos yeux, mais elles sont présentes en nous, dans notre tête, hein, dans cette espèce de cinéma intérieur où toutes nos idées apparaissent. Alors ça signifie que on fait l'expérience au fond de la duplication du monde par sa représentation, puisqu'il est à la fois sous mes yeux, devant moi, et en même temps sous forme d'idée dans ma tête. Alors ça, il y a une conséquence un petit peu terrible de ça, c'est que si au fond le monde est une représentation, ça signifie que du coup on aurait pu le représenter autrement. Et c'est d'ailleurs la découverte du nouveau monde, le changement de perspective sur la taille de l'univers, la remise en cause des valeurs morales et religieuses à la Renaissance, sont autant d'événements qui au fond ont mis en concurrence des représentations différentes du monde. Et du coup, maintenant, on comprend mieux l'intitulé « Les représentations du monde », puisque le fait même de la pluralité des représentations du monde, le fait qu'il y en ait plusieurs les unes à côté des autres, qui soient même en concurrence les unes vis-à-vis des autres, c'est l'occasion de s'apercevoir que on n'a pas accès au monde lui-même, mais seulement à la représentation de celui-ci. Or, à partir de là, on peut se poser trois questions cruciales qui vont vraiment mettre en crise ce concept. Qu'est-ce qui me garantit que ma représentation est la bonne? Le monde que je connaissais, qui m'était familier, est-ce que c'est le monde tel qu'il est en vérité? Qu'est-ce qui me garantit, deuxièmement, que je peux avoir accès à autre chose qu'à ma représentation du monde? En effet, parler de représentation du monde, c'est une certaine façon dire que le monde m'échappe, que j'ai jamais accès au monde lui-même, à ce que j'ai sous les yeux, mais seulement à une image de lui dans ma tête, plus ou moins juste. Et du coup, c'est dire non pas que je me représente le monde, mais que le monde, au fond, n'est que cette représentation-là, puisque j'ai jamais accès à autre chose. Je pourrais jamais savoir ce qu'il est en lui-même, ni vérifier la justesse de cette représentation. Et pire, à la limite, ça peut vouloir dire que chacun vit dans un monde différent, puisque chacun se représente le monde de façon différente, et qu'en un sens, aucun monde commun n'est véritablement possible. Hein. Au fond, il n'y a que des mondes, chacun a son petit monde, mais il n'y a pas de monde qui réussit à unifier toutes les perspectives. Et enfin, troisième question, qu'est-ce qui me garantit que l'idée même de monde, qui implique du coup, comme on l'a dit, une totalité bien unifiée, résiste à la multiplication des points de vue qu'on peut avoir sur lui? Le concept de monde, est-ce qu'il est assez grand pour rendre compte de la réalité dans toute sa richesse, sans la réduire à ce qu'on connaît déjà? Est-ce qu'au fond, le monde n'explose pas du seul fait que il y a plusieurs façons de se représenter le monde, puisque le monde implique justement une unité des points de vue. Alors on va résumer le problème, très simplement. Est-ce que le monde résiste à la pluralisation de ses représentations? Est-ce que l'idée de monde résiste à la pluralisation de ses représentations? Ou au contraire, est-ce qu'il ne serait pas plutôt élargi par cette représentation? Alors du coup, j'adopterai un plan en trois parties. D'abord, on étudiera un petit peu cette mise en crise du concept de monde. On va voir comment le fait de comprendre que c'est une représentation, le fait de comprendre que c'est une représentation contingente, qui aurait pu être différente, qu'on peut avoir d'autres représentations du monde que celles qu'on a naturellement, ça va aboutir à une crise de l'idée de monde. Peut-être que il faut abandonner l'idée de monde et par exemple passer au concept d'univers. Deuxièmement, on verra qu'au fond, cette pluralisation des représentations, loin d'être un obstacle à la connaissance, loin de détruire pour nous la possibilité de connaître quelque chose du réel, ça va être au contraire un levier fantastique qui va nous obliger à faire un bond dans la science et dans la compréhension du réel. Et enfin, dans la troisième partie, on verra que cet idéal de connaissance qui est impliqué par l'idée de monde, finalement, c'est peut-être aussi une façon de ne pas avoir à se donner la peine de le transformer. Parce que si le but du jeu, au fond, c'est de connaître le monde, de le regarder, d'en comprendre cette belle unité totalisante et ordonnée, et au fond, peut-être que c'est une façon de dire ce qui t'a à comprendre n'est pas à changer. Et c'est peut-être en changeant le monde, en le transformant, qu'on va réussir à bâtir un monde commun. Bien. Et bien voilà pour cette introduction, je pense que c'était assez complexe, donc je vous recommande de la relire une petite deuxième fois tranquillement, et donc j'attaquerai la suite très bientôt. Allez, bonne journée à tous.